Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Oh, Mr. Philippe Lorange. Oui, bonjour. I am Mary Simon, your governor. Oui. Tu vas enchanté de vous rencontrer. Mais oui, c'est cette pauvre dame qui, théoriquement, on appréciait l'idée qu'elle arrive, qu'elle soit issue des Premières Nations. On a sourcillé quand on a vu qu'elle parlait pas français, puis qu'elle nous a dit « je vais l'apprendre ». Mais là, est-ce qu'elle l'a appris? On a des gros doutes. Eh bien, ce qu'on sait, c'est que Mary Simon, la nouvelle gouverneure générale depuis 3 ans, et donc elle a suivi des cours de français, parce que comme on sait, quand elle est arrivée, elle était unilingue anglophone. Écoute, donc c'est une femme quel Inuk. symbole. Et donc, là, on sait que, mais même après 3 ans de cours, elle n'arrive pas à soutenir une conversation en français. Donc, jusqu'à quel point prend-elle ses cours au sérieux, je ne le sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on a appris dans les derniers jours, j'ai lu ça dans Radio-Canada de Jérôme Labbé, c'est qu'il y a une décision de la Cour supérieure du Québec qui dit qu'il y a une poursuite faite par plusieurs groupes québécois pour dire que la nomination de Mary Simon devait être non avenue, non applicable. Pourquoi? Parce que ça ne respecterait pas, par exemple, la Charte canadienne en termes de bilinguisme. Donc, les articles du bilinguisme, de l'idée que le Canada, c'est un pays bilingue, eh bien, ça ne respecterait pas ça. Mais l'affaire, c'est qu'il y avait le procureur général du Canada qui avait demandé à la Cour supérieure de ne pas entendre la plainte parce qu'il disait c'est pas le bilinguisme, comment dire, n'est pas constitutionnel, c'est pas obligatoire pour un gouverneur général d'être nécessairement bilingue, du moins à sa nomination. Donc on voulait annuler la poursuite comme telle. Et pour une deuxième fois, la Cour supérieure du Québec a dit non, on va entendre l'appel comme tel. Okay. Good. Bonne nouvelle, ça. Ben oui, mais je pense que oui, parce que, comment dire, pour moi, ça n'a aucun sens. D'autant plus que... J'ai dit good. Quelle honte! Quelle honte! Espèce de mais colonisé. Non, mais c'est parce qu'on est bilingue, nous deux, tu vois. Nous, on respecte le Canada. On parle le bilingue. Montréal. Exactement. Mais c'est ça, donc on veut invalider la nomination de la gouverneure générale. Et il y a déjà eu un précédent aussi, il faut savoir. Parce qu'en 2022, la lieutenant-gouverneure générale unilingue anglophone du Nouveau-Brunswick a été rabrouée par la Cour du banc de la Reine. Parce que le Nouveau-Brunswick, comme on sait, c'est la seule province bilingue du Canada. Donc, il y a une minorité acadienne importante. On parle d'à peu près du tiers de la population. Absolument. Et là, comme on sait, souvent les premiers ministres du Nouveau-Brunswick sont un peu indifférents aux francophones. Il y a comme toute... une lutte interminable. C'est ça, on s'en fout un peu. Puis là, donc, la lieutenant-gouverneur en 2022 était unilingue anglophone et le Cour du banc de la Reine a rabroué donc la décision, mais qui a été récusée après en cour d'appel. Donc, on est un peu dans ce genre de combat-là. On voit, à mon avis, ce qu'on voit, c'est que, peu importe quelles vont être les conséquences de cette plainte-là, où est-ce qu'on va aller par la suite, c'est qu'on voit très bien qu'en nommant des personnes unilingues anglophones à des postes aussi symboliquement importants, parce qu'en soi... Oui, c'est parce que ça n'a aucune importance, mais symboliquement, oui, ça en a beaucoup. Ben oui. Je n'allais pas dire aussi important, parce que, on pourrait supprimer ce poste-là, ça ne changerait pas grand-chose. Là. Ah écoute, on s'entend là-dessus, là. Tout ça, là, moi, je trouve ça vraiment merveilleux que Paul Saint-Pierre Plamondon ait tenu tête par rapport au serment au roi. Parce qu'il faut toujours se rappeler que la gouverneure générale, là, elle est cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme, elle est là pour représenter le roi. Parce que en Angleterre, c'est le cas, que tu as un gouvernement travailliste ou conservateur, tu as un parlement, ils adoptent des lois. La loi n'a pas force de loi tant qu'elle n'est pas sanctionnée par la reine ou le roi. Et au Canada, on va pas commencer à faire des appels longue distance avec l'Angleterre. Hein, ça coûterait trop cher. Fait qu'on a un gouverneur qui nous a été attribué ou une gouverneure. Alors, mais c'est donc hautement symbolique. Mais le fait qu'au Nouveau-Brunswick, c'est impératif que la politique soit bilingue. C'est la seule province qui est officiellement bilingue. Ça se peut pas qu'ils en tiennent pas compte. Puis au Québec, imagines-tu si on avait un gouverneur, un lieutenant, parce que dans les provinces, ce sont des lieutenants. Les provinces, c'est des lieutenants-gouverneurs, et celui du Canada, c'est le gouverneur général. C'est vrai parce que le lieutenant-gouverneur, ça fait plus big que gouverneur. C'est trop, ouais. Il y a quelque chose d'autoritaire. Mais ça, c'est dit, en tout cas, c'est un délégué du gouverneur central du Canada. Mais ce sont toutes des traces, des cendres du système monarchique que certains défendent, mais au Québec, heureusement, on n'a pas dépassé ça. Merci, Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui, mais c'est ça. Je pense que de manière générale, les Québécois, quand on fait des sondages, sont pas mal tous contre la monarchie, mais pas de manière passionnée non plus. Donc c'est comme un peu mollement, on dit, oui, il faudrait être une république indépendante, ne pas avoir rapport avec la monarchie britannique, puisque ça n'a pas rapport avec notre nos origines. Dans le sens que moi quand la reine est décédée, là, honnêtement, j'ai eu vraiment, là, puis je le dis là, sans honte, c'est un peu comme ma grand-mère, qui était décédée. Tu sais, c'était un peu comme ma grand-mère, très dure et stricte. J'avais une espèce de relation un peu avec. Quand elle est partie, c'est fait comme OK, mais ça n'a jamais été facile avec elle. Fait que j'étais bien content. Non, j'étais pas content quand même, mais
j'avais pas d'attachement, mais j'avais quand même un petit quelque chose. Ça fait partie de mon patrimoine. Oui. Imaginons, d'ailleurs, parlant de patrimoine, j'ai hâte de voir les pièces de monnaie. J'en ai jamais vu une vraie. Avec la face de Charles dessus, là. Ça va augmenter le taux de gens contre la monarchie parce que ce que j'ai vu, c'est pas beau. Non, c'est clair. Puis d'ailleurs, tu parles justement de le lien avec la monarchie des Québécois. Mais on sait que, par exemple, anciennement, le rôle de lieutenant-gouverneur de gouverneur général, c'est des postes très prestigieux. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que, par exemple, il y a des rues comme la rue des gouverneurs. Autrefois, dans ma petite ville, il y avait l'hôtel des gouverneurs. Ah oui, donc, autrefois, c'était prestigieux comme poste. Et d'ailleurs, les Québécois, les Canadiens français, qu'on se nommait de cette façon-là, pouvaient être carrément monarchistes ou du moins voir le roi d'Angleterre, la reine d'Angleterre comme un peu le comte de princesse. Quand on voyait quand il y avait l'arrivée de la reine au Québec, c'était comme l'arrivée triomphale. Regarde la popularité de la série The Crown. Il y a quelque chose quand même de romantique là-dedans, bien sûr. C'est ça. Donc il y avait ça à l'époque. Aujourd'hui, comme tu le remarques, justement, il peut y avoir un lien du moins culturel avec des séries télé et tout ça, mais du moins, les Québécois sentent qu'ils ne sont plus rattachés à la couronne comme telle. Et donc, le poste comme tel, je pense qu'il est caduc pour le Québec, mais bon, on n'est toujours pas indépendant, il faut faire avec. Là. Un beau choix de mots. mais tu sais qu'André Binette, à l'autre journal, le constitutionnaliste, lui, a l'impression qu'on pourrait décréter qu'on ne veut plus de lieutenant-gouverneur général, qu'on va élire notre président. Puis, ça pourra voir qu'évidemment, un grand débat constitutionnel, potentiellement, ça peut mener à l'indépendance, mais ça serait acceptable, selon M. Binette, que nous éliminions le poste de lieutenant-gouverneur puis qu'on ait un président. Oui, mais ça, il y a eu plusieurs constitutionnalistes comme lui qui expliquent qu'on pourrait faire toutes sortes de démarches légales pour un peu se débarrasser ou faire des genres de raccourcis comme ça. Ouais. Mais c'est ça, si on revient au sujet comme tel... on aime ça, on déborde un peu, là. Mais si on revient comme tel, pourquoi on conteste Mary Simon? Parce que le fait qu'elle soit une langue anglophone, ça symbolise quelque chose de très fort. Il faut comprendre que la politique, c'est la gestion des symboles. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que oui, il y a les enjeux comme économiques, sociaux, c'est extrêmement important, mais la gestion des symboles, c'est capital. Pourquoi? Parce que ça a des conséquences sur le long terme. Mm-hmm. Et là, le fait d'avoir nommé une unilingue anglophone comme gouverneur général, c'est un glissement symbolique important. Parce que, depuis Pierre Trudeau, l'idée, c'est que le Canada, c'est bilingue d'un océan à l'autre. Mm-hmm. Si la gouverneure générale, qui est théoriquement la personne la plus puissante au Canada, théoriquement, symboliquement. Oui, c'est la reine. C'est ça. Donc, elle peut officiellement récuser le premier ministre. Et donc, si cette personne-là n'est même pas bilingue, ben, le message qu'on envoie, c'est que le bilinguisme canadien, je crois, n'est plus considéré comme quelque chose d'important. C'est comme si on fait ce glissement-là pour le gouverneur général, ben, on est prêt à le faire dans toutes sortes d'autres domaines. Les autres provinces canadiennes anglaises peuvent très bien dire, ben, regardez, même le gouverneur général parle même pas français. Donc, pourquoi nous, l'Alberta, Saskatchewan, on ferait des efforts pour mettre du français un peu partout? Puis, tu sais, on est content de faire une place aux langues autochtones. C'est important, c'est super important. Ce sont les Premières Nations. Fait qu'il faut évidemment être à l'écoute. Mais il y avait d'autres choix que Mme Simon. Pourquoi se mettre dans cette position-là? Je veux dire, honnêtement, le gouverneur qu'elle remplace, ben là, c'était Julie Payette. Mais avant Julie Payette, je me souviens plus de son nom, mais c'était l'ancien recteur de l'Université McGill, qui était bilingue, évidemment, c'est un gars de Montréal. Puis c'était comme un recteur d'université. T'as pas besoin d'aller chercher là, une astronaute ou quelqu'un qui arrive n'importe qui peut être gouverneur, honnêtement. Et t'as choisi une personne qui parle anglais et la langue Innu. Ben, tant mieux pour les Inuits, mais c'est quand même extrêmement grave, comme tu dis, au niveau symbolique. Oui, c'est ça. Mais il y a 3 ans, il faut se rappeler que c'était le moment où on parlait beaucoup de réconciliation avec les peuples amérindiens. Ouais. On parlait de Kamloops, de tombes qu'on aurait trouvées. D'ailleurs, finalement, on n'aurait pas tant trouvé de tombes tant que ça. Pas pour le moment. Mais il n'en demeure pas moins que les pensionnats, il faut dénoncer les abus qui ont lieu là-dedans. Ben oui. Mais bon, à l'époque, en 2021, puisqu'on parlait de Kamloops, de tous les abus qu'il y avait eu dans les pensionnats. Ça excuse pas qu'on ait choisi quelqu'un qui parle pas. Donc là, on l'avait nommé dans l'idée de réconciliation avec les peuples amérindiens. Sauf que, en même temps, c'est comme si en nommant pas quelqu'un qui est francophone, ben là, on n'est pas du tout dans l'idée de se réconcilier avec les Québécois et les francophones du Canada anglais. D'ailleurs, il y a du monde qui sont contents. C'est ça. Comme moi. C'est ça. Mais donc, on a voulu se réconcilier avec les peuples amérindiens, tout en se disant, ben les Québécois, on s'en fout complètement, c'est fini. Donc, on marginalise les Québécois pour mieux se réconcilier avec les Amérindiens. Mais est-ce que eux-mêmes, les Amérindiens, vont tant mieux que ça? Parce qu'on a injecté énormément d'argent depuis que Justin Trudeau est là. Mais ce qu'on sait et qu'on ne dit pas souvent dans les médias, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui est perdu dans la fonction publique.
Donc, il y a beaucoup d'argent, il y a des milliards qui sont envoyés au peuple amérindien partout au Canada. Et il y a beaucoup d'argent qui va dans la poche de fonctionnaires, dans aussi également des chefs de clans qui prennent une grande partie du salaire pour se construire une grosse baraque. Oui, puis et c'est souvent un système politique qui est contesté. On se rappellera quand il était question, je pense, d'un gazoduc qui allait traverser le peuple Wet'suwet'en, s'était soulevé en disant, puis là, ça a créé des barricades sur certaines voies ferrées au Canada puis au Québec. Et c'était, entre autres, parce qu'eux disaient, oui, mais je m'excuse, mais une décision comme ça relève pas de ces chefs de bande d'un système installé par les Allochtones, les Blancs. On ne reconnaît pas ce système-là, particulièrement quand il s'agit de nos terres sacrées. Puis là, on parle comment est-ce qu'ils appellent ça, les chefs. Il y avait un chef traditionnel. En fait, il y avait comme les chefs de clan, je sais pas trop. Là. Mais je me souviens, à l'époque, des Wet'suwet'en, c'est en 2020, juste avant la pandémie. Ah, c'est long. Oui, c'est ça. Donc, il y avait le conflit parce qu'il y avait comme les chefs de clan, donc héréditaires, qui s'opposaient au projet. Mais les chefs élus démocratiquement étaient les chefs héréditaires. T'as trouvé le bon mot. OK, merci. Et les chefs élus démocratiquement, donc c'est une autre chose. Eux, ils étaient plus en faveur du projet. Ça, on le disait pas souvent. Ben, c'est ça, mais démocratiquement, mais c'est fondamental. Nous, on arrive, c'est pas vrai, là, mais je veux dire, les chefs de bande sont un système que les Blancs ont demandé. Organisez-vous qu'on puisse savoir à qui on parle. En gros, c'est ça qu'on a fait. Ils ont clenché. Il y a une couple de chefs de bande, mais c'est souvent les chefs de bande. Fait que c'est très difficile de trouver. Ça me fait penser au mouvement étudiant de 2012. Oui, c'est ça. On avait 3 clans à l'époque, là, c'est ça. Hey, Philippe, faut que tu me dises qu'est-ce qui se passe en Angleterre. Honnêtement, un meurtre sordide, dégueulasse, un jeune fou avec un couteau qui tue des petites filles. Puis tout d'un coup, c'est le branle-pas de combat général. Oui, puis même juste avant d'arriver en onde, on avait des nouvelles concernant le sujet. Et bien c'est ça, c'est à Southport, en Angleterre. Je pense que c'est comme nord-ouest, si je me souviens bien. Et donc, c'est des jeunes filles qui faisaient un cours de danse sur la musique de Taylor Swift. Et là, il y a comme quelqu'un d'origine rwandaise qui est débarqué à l'arme blanche et qui a malheureusement tué des jeunes filles et blessé 8 d'entre elles. Donc, on sait qu'il y en a 3 qui sont mortes de 6, 7 et 9 ans. Incroyable. 8 enfants blessés, donc 5 dans un état critique. Puis il y a aussi 2 adultes qui sont blessés grièvement. Et donc là, comme on sait, on commençait en Europe, toute la question de l'immigration fait beaucoup réagir, ça suscite, commencé la montée des droites. Les émeutes ont rapport à ça. Oui, c'est parce que vu que l'assaillant est d'origine rwandaise, là on dit c'est à cause de l'immigration. Donc c'est comme il y a cette idée, comme on sait, il y aurait eu 200 à 300 personnes dans la ville qui auraient fait des émeutes. Et donc, dans les émeutes, on peut voir dans les vidéos, ils jettent des briques sur les policiers, des poubelles. C'est vraiment d'une rare violence. Et donc là, les autorités ont dit qu'ils allaient être fermes contre ces gens-là, d'autant plus que les émeutiers visaient une mosquée. Donc, le but, c'était carrément d'incendier une mosquée. OK, c'est de là que ça part. Donc, suite au meurtre des petites filles, épouvantable, les gens ont fait des associations entre le criminel avec l'arme et peut-être l'église ou la mosquée qu'il fréquentait. Oui, c'est là que l'émeute se produit. Ouais, c'était des rumeurs qui circulaient sur sa religion, sur qu'est-ce qu'il faisait. Mais bon, pour le moment, on n'a pas d'informations claires. Tout ce qu'on sait, c'est vraiment qu'il avait 17 ans, d'origine rwandaise. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Et donc, il y a des émeutiers, comme en Angleterre, il y a des mouvements qui sont réellement d'extrême droite, parce que je trouve que d'habitude, le mot extrême droite est employé un peu trop, on le beurre épais, mais il y en a qui le sont pour vrai. On appelait, il me semble, à l'époque, les hooligans. Oui, c'est ça. Mais il y en a qui le sont pour vrai. Et là, ce qu'on sait, c'est que dans ces émeutiers-là, il y en aurait qui seraient affiliés à des groupes réellement d'extrême droite et qui diraient l'immigration est un problème en soi. Donc, je crois que l'association se fait de manière un peu trop rapide. Mais du moins, il y a quelque chose de vrai dans le fait de dire que quand on fait venir une immigration trop massive, malheureusement, il y a des pommes pourries qui arrivent. Bien sûr. Il y a des gens qui n'arrivent pas à bien s'intégrer. Pas de contrôle. C'est pas capable d'être rigoureux dans l'accueil ni dans la vérification. Exactement. Donc, ça n'a pas lieu de créer des émeutes. Mais en même temps, une tragédie comme ça, il y a des gens qui finissent par avoir un certain ras-le-bol. Ouais, j'en doute pas. Non, c'est en plus, quand on pense que là, les travaillistes sont revenus au travail, fait qu'il y a du monde qui sont bien fâchés, fait qu'ils ont un niveau d'anxiété ici. C'est ça. Tu veux me dire quelque chose avant de partir? Je voulais juste dire, l'affaire, c'est que justement, on s'est commencé en Europe et un peu partout en Occident, quand c'est, par exemple, un agresseur qui est d'une origine autre que, l'ethnie majoritaire, on a de la difficulté à le dire, on veut d'habitude le cacher, mais je pense qu'il faut pas le cacher parce qu'il faut voir la vérité en face. Puis ça veut pas dire qu'on fait une association pour
dire tous les immigrants sont dangereux. Exact. Il faut juste dire, regardez, si on contrôlait mieux notre immigration, on pourrait faire plus attention. On pourrait juste s'assurer d'avoir une meilleure intégration. Si on donnait pas l'impression de cacher ça rendrait pas des gens en colère à un point tel qu'ils disent on est tanné. Quand on cache, ce qui se passe, c'est que les gens n'ont plus confiance dans les médias. Puis là, ils se fient uniquement à des médias sur les réseaux sociaux qui peuvent être comme l'alt-right ou justement de la vraie extrême droite. Ouais. Et là, de ce moment-là, toutes les informations factuelles qui peuvent venir des grands médias, on ne les écoute plus parce qu'on n'a plus confiance en eux. Donc ça, c'est dangereux, le fait de cacher des informations comme ça. Merci, Philippe. Je me demandais dans quel contexte on pouvait se taper sur la tête comme ça entre les policiers et les manifestants. Merci, Philippe Laurent. Merci. Salut.